Au cœur de l'actualité, le Actu 30, messieurs et dames, merci de nous rejoindre. Voici les principales articulations de cette édition d'information. Pour une première fois, les États-Unis d'Amérique pointent du doigt le Rwanda comme pays qui soutient les M23. La déclaration est du représentant des États-Unis à l'ONU. Clôture ce jeudi du Makutano 8 à Mbujimayi, le forum a réuni plus de 500 décideurs et personnalités politiques du pays comme africains. L'activité a été close par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Entre-temps, à Kinshasa, le ministre des Infrastructures et Travaux publics a effectué une descente d'inspection en la cathédrale Notre-Dame du Congo où s'effectuent les travaux de rénovation, travaux qui entrent dans le cadre de préparatifs de la visite du pape François en République démocratique du Congo en début de l'année prochaine. Voilà tout pour les titres, place aux détails. Après plusieurs dénonciations du côté congolais, les États-Unis d'Amérique ont cette fois-ci appelé le Rwanda à cesser d'appuyer les M23 qui attaquent l'est du Congo Kinshasa. La position du pays des langues Lassam a été exprimée par Robert Wood, représentant suppléant des États-Unis aux Nations Unies, lors de la réunion du Conseil de sécurité. Réunion qui a planché sur la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs. Les États-Unis appellent les groupes armés à cesser leurs assauts contre les populations les plus vulnérables de la RDC. Nous appelons également les acteurs étatiques à stopper leur appui à ces groupes, y compris les forces de défense rwandaises et leur aide au M23. La RDC, à travers son ambassadeur à l'ONU, a invité les conseils de sécurité à prendre des mesures qui s'imposent face aux dénonciations, qui sont de plus en plus unidirectionnelles contre le Rwanda. Donc je crois que nous devons prendre les choses comme telles qu'elles sont, reconnaître que l'agression que nous subissons, c'est une agression qui est réelle et pour laquelle le Conseil de sécurité doit prendre les actions qui s'imposent. L'envoyé du secrétaire général de l'ONU dans la région des Grands Lacs, tout comme la représentante de la France, n'ont pas manqué de marteler, une fois de plus, sur une paix durable au Grand Congo. La situation humanitaire, quant à elle, demeure toujours aussi préoccupante avec, selon le Haut Commissariat aux réfugiés, plus de 4,9 millions de réfugiés et de demandeurs d'asile ayant fui en raison de la violence et de facteurs liés aussi au climat. Et je pense notamment au retrait du M23 de toutes les localités occupées et à la coopération pour mettre un terme à l'action des groupes armés, y compris des FDLR. Les consultations intra-congolaises doivent se poursuivre. Lorsque la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est sera déployée, la protection des civils devra être au cœur de son mandat. Et le respect du droit international humanitaire, la coordination avec la MONUSCO seront également les conditions de son efficacité. Déjà plus de 100 jours que la RDC est attaquée par les rebelles de M23 qui occupent la cité de Bunagana au nord Kivu. Le gouvernement congolais a récemment suspendu la taxe sur la valeur ajoutée sur des biens de première nécessité et autres. Et pour lier la parole à l'acte, le Premier ministre Samalou Kondé a instruit le comité des conjonctures économiques de déclencher le contrôle des prix des biens de première nécessité sur les marchés. Des orientations données mercredi 26 octobre 2022 au cours de la réunion du comité des conjonctures économiques. Réunion à laquelle ont pris part les ministres du Plan, du Budget, de Finances et du Commerce extérieur, ainsi que la gouverneure de la Banque centrale du Congo. Le Premier ministre est revenu également sur la question du décret portant suspension de la TVA et il a été demandé à ce qu'un contrôle soit mis en œuvre pour que les prix des produits de première nécessité en subissent donc les effets, notamment par la baisse, en tout cas d'ici la fin de l'année, que les prix soient maintenus à un niveau bas. Selon le compte rendu fait par le ministre d'État, ministre du Plan, Christian Mwando, il a été examiné au cours de cette réunion la note conjoncturelle du pays, mais également la situation de stock en carburant. Nous avons constaté qu'il y a quand même une très bonne tenue des finances publiques, notamment le taux de change reste aujourd'hui autour de 2012 francs congolais pour $1 à l'officiel et 2087 au parallèle. Nous avons également constaté que les réserves d'échange restent autour de 3,9 milliards, donc une tendance haussière. Il a été également fait état de la situation des stocks en carburant.
Aujourd'hui, la situation des stocks est au vert. Nous sommes à plus ou moins 2 mois et demi de stock. Se penchant sur la situation des fonctionnaires de l'État, le comité de conjoncture économique a fait état de l'augmentation de la masse salariale. Il y a eu notamment l'intégration de 4600 fonctionnaires dans la paye. Deux villes, Kinshasa et Mbuji-Mayi, chef-lieu du Kasaï oriental, mais un même événement, le Makutano 8. Après l'ouverture à Kinshasa lundi 24 octobre, c'est par avion affrété que les parties prenantes se sont rendues en Mbuji-Mayi pour la clôture de ces assises. Placé autour du thème « Infiniment territoire, 145 raisons de parier sur la RDC », cette balle des décideurs a pris d'assaut la ville de Mbuji-Mayi pour permettre aux investisseurs de se rendre compte des opportunités d'investissement qu'offre le Grand Congo. Plus de 500 décideurs, personnalités politiques du pays y prennent part. L'invité spécial, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est Nicole Soulou, fondatrice du réseau d'affaires Makutano, qui a donné le temps pour cette activité de Mbuji-Mayi. De ma mémoire, c'est pour la toute première fois que nous avons l'occasion de réunir sur ce terrain les différents acteurs de développement, leur permettant ainsi de s'imprégner à partir de la base de nos réalités et de décider chacun, en ce qui le concerne, les actions à entreprendre pour sortir notre population des conditions de sous-développement. Autant de discours, des promesses prononcées depuis des lustres en RDC, cette fois-ci, le MAC 8 veut apporter un nouveau vent vers la concrétisation pour un développement du Congo-Kinshasa, mais aussi du continent africain. J'en appelle ainsi à la volonté et à la détermination de tous pour que ce forum ne ressemble pas à tant d'autres discours tenus ça et là et qui ont laissé les fils et les filles de notre peuple sur leur soif. L'événement, le Makutano 8, pour son dernier jour, a été marqué par plusieurs moments d'échange, ponctués notamment par des discours de gouverneurs du Grand Kasaï qui ont vanté cette terre. C'est l'invité des marques, le président Félix Tshisekedi, qui a clôturé ses assises au terme d'un discours rassurant et les sensibilisations aux investisseurs. Je félicite également tous les participants qui, du fait de leurs expériences et des échanges de haute facture qu'ils ont pu générer, nous ont non seulement édifiés, mais aussi enrichis dans la recherche de solutions idoines, comprenant notamment la participation active du secteur privé aux côtés de l'État pour le développement de nos territoires. Je voudrais clore mon propos en rassurant le secteur privé que l'État congolais sera toujours à vos côtés pour vous accompagner. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Des propositions de résolution ont été formulées pour l'essor de la RDC. Le champion. Des grands travaux d'infrastructures de base de grande envergure s'exécutent en province dans le cadre du programme de développement de la RDC, conformément à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mbuji-Mayi au Kasaï oriental voit ses principales artères modernisées, le cas notamment de l'avenue Lumumba, jadis en dégradation très avancée, qui vient de connaître de grands travaux de rénovation à la grande satisfaction des usagers de cette route reliant plusieurs communes, notamment celles de Mouya et de Djoulou. Dans le domaine de l'éducation, l'université officielle de Mbuji-Mayi sera dotée de nouveaux bâtiments qui sortent du sol. Les travaux exécutés par l'entreprise SRP Construction consistent en la construction des auditoires et des hommes des étudiants de l'UM qui vivent la situation des locataires depuis des lustres. Le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge du progrès social, Olivier Mondongue, a visité le chantier. Il a échangé avec les responsables de l'entreprise sur les voies et moyens de réaliser les travaux dans les délais requis. Éducation nationale toujours parmi les écoles réhabilitées
et modernisé en Mbuji-Mayi, dont épingle notamment le complexe scolaire Kalenda Mudishi, qui a été astreint à des travaux de rénovation en profondeur, des travaux qui sont à 85% d'exécution. Dans les secteurs de la santé, les travaux de l'hôpital général de référence Saint-Jean-Baptiste Cancélé s'accélèrent avec la construction de plusieurs bâtiments, indique le ministre provincial des infrastructures Edgar Moussenga. Nous pensons que dans un délai très proche, l'hôpital peut être opérationnel. Dans des installations de fortune depuis des années, l'hôpital général de Mouya est aujourd'hui une formation médicale moderne qui fera la fierté des générations dans la ville de Mbuji-Mayi au terme de grands travaux. De l'eau potable pour tous, en Mbuji-Mayi, un système d'approvisionnement en eau potable est implanté avec la construction de 3 châteaux d'eau de 1420 mètres cubes chacun. 2 de ces grandes unités seront opérationnelles d'ici fin 2022 en cours et le 3e château d'eau va aussi desservir la population en eau potable en mai 2023. Le programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales se matérialise en province avec la réalisation de grands projets d'intérêt communautaire. Après le passage du Premier ministre le 3 octobre dernier à la cathédrale Notre-Dame du Congo, c'est au tour du ministre d'État, ministre des ITP, de faire une visite d'inspection des travaux de réhabilitation et de rénovation de la cathédrale Notre-Dame du Congo située dans la commune de Ningwala. Aussitôt arrivé, Alexis Gisaro-Mouvouni a été conduit par Monseigneur Ndaka qui lui a fourni des explications sur l'évolution des travaux qui sont exécutés sur financement du Trésor public avec la CGT qui joue le rôle de maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP. C'est en prévision de la visite du pape en RDC qui pourrait intervenir en 2023 que ces travaux sont effectués. Après la visite de son Excellence Monsieur le Premier ministre il y a à peu près un mois, nous sommes venus voir l'état d'avancement de ces travaux. Et donc il s'est agi de nous assurer que nous avons le même entendement avec l'Église sur les différents travaux à réaliser. Ça nous a permis également de faire le point, l'état d'avancement de ces travaux et qui aujourd'hui, nous pouvons dire, avancent bien et nous pouvons espérer que dans les délais, ces travaux pourront être délivrés. Il s'agit des travaux de peinture, de carrelage, de climatisation, des ponçages et de vernissage des portes et des bancs ainsi que de remplacement des luminaires. Alexis Gisaro tient à la qualité des travaux et rassure tout de même l'Église de la tenue des promesses faites par le gouvernement à cet effet. Quoi de plus normal pour l'Église de remercier le gouvernement? C'est une expression de reconnaissance parce que bon, vous avez vu que c'est des travaux qui se font ici. Le plus logique, c'est qu'il y ait des ingénieurs, des techniciens ou même les responsables des travaux publics qui soient ici, mais déplacer tout un ministre d'État, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, pour qu'il vienne lui-même, comme avant, il l'a dit, le Premier ministre lui-même avait fait les déplacements pour venir voir ce qui se fait ici. Ça prouve l'engagement du gouvernement de notre pays à accompagner ces travaux qu'ils avaient bien voulu faire ici à la cathédrale. Et nous apprécions, nous remercions beaucoup. Monseigneur Carlos Charles Ndaka, évêque auxiliaire et vicaire général de Kinshasa, a remis au ministre d'État Alexis Gisaro un mémorandum qui reprend les propositions de l'Église sur les travaux effectués à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, convoqué à la plénière du mercredi au Sénat, Estache Mohandi, est venu répondre à la question orale avec débat lui adressée par la sénatrice Victorine Louessé sur l'opérationnalisation du FOGEC, Fonds des garanties de l'entrepreneuriat au Congo. Le FOGEC, un établissement public qui a entre autres pour mission de faciliter l'accès des start-up, micro, petites et moyennes entreprises et artisanats congolais au financement de leurs projets par les banques commerciales et les institutions des microfinances. La sénatrice, mais aussi ses autres collègues du Sénat, ont adressé plusieurs questions aux membres du gouvernement Samalou Kondé, notamment sur ce qui bloque l'opérationnalisation de cette structure pourtant mise en place depuis le mois de mai 2021. Depuis la mise en place du conseil d'administration,
toutes les démarches effectuées auprès de vous pour débloquer ces fonds afin que la promesse du président de la République et le corps se sont avérées vaines. Monsieur le ministre, voudriez-vous que ces fonds soient un mort-né ou l'aide morte? Autrement dit, qu'avez-vous fait depuis mai 2021 pour que ces fonds, promesses du chef de l'État, deviennent effectifs et rendent espoir aux Congolais? Un délai a été accordé au ministre pour répondre à toutes ces préoccupations. Il était quand même une occasion pour nous d'essayer de réveiller à la conscience du ministre d'État pour que la jeunesse de Moamba, précisément de l'IMETSE, ait accès. Et de manière statistique, qu'ils nous disent combien de jeunes ont-ils bénéficié de ces fonds. Au cours de la même plénière, les sénateurs ont aussi adopté la proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture. Cette initiative de Modeste Batshilukwebo a été adoptée après approbation du rapport de la commission mixte développement durable, ressources naturelles et tourisme et entités territoriales décentralisées. La proposition sera envoyée à l'Assemblée nationale pour un examen en seconde lecture. Le projet de loi portant révision du code pénal en matière de la prévention et de la protection de la traite des personnes a été voté à l'unanimité mercredi à l'Assemblée nationale. Conformément à l'article 16 de la Constitution, l'État a l'obligation de respecter et de protéger la personne humaine. La loi votée interdit l'esclavagisme et les pratiques analogues, les traitements cruels, inhumains ou dégradants et le travail forcé. Il y a beaucoup de Congolais, pour survivre, ils acceptent n'importe quel travail, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois. Mais nous voulons assez que ceux qui les emploient puissent respecter scrupuleusement la dignité humaine. Alors nous pénalisons, parce que jusque-là, il y avait le code du travail, et ce code du travail est géré par l'inspection du travail, qui est une inspection civile. Maintenant, nous voulons pénaliser. Donc il y a certaines infractions du code du travail qui sont pénalisés et nous mettons beaucoup d'accent sur soit les peines des amendes, soit aussi la perpétuité, parce que nous pensons que la dignité du Congolais doit être... Sur des 193 députés présents dans la salle des congrès, des 193 ont voté oui. Et la loi ici est venue renforcer les dispositions qui existaient et ajouter des préventions qui n'existaient pas donc dans notre code pénal. Donc il est question de renforcer toutes ces infractions pour mettre à l'abri nos enfants et également la population congolaise. Ce projet de loi est renvoyé au Sénat pour seconde lecture. Au cours de la plénière tenue mercredi à la Chambre basse du Parlement consacrée à l'examen et vote du projet de loi relative à la prévention et la protection de la traite des personnes, le député Ados Ndombassi est revenu à travers une motion d'information sur l'utilisation des enfants dans les mines par les sujets étrangers. Pour l'élu de la FUNA et cadre du parti SID, l'État doit s'impliquer pour mettre fin à cette exploitation illégale des enfants. Nous avons fait des enquêtes et nous avons constaté que plusieurs entreprises américaines engagent illicitement des jeunes enfants, voire même des enfants qui ont 12 ans, 13 ans, 14 ans, sont engagés dans des mines. Aujourd'hui, nous parlons de la gratuité de l'enseignement. Normalement, on devrait expulser tous les enfants qui sont sur les sites miniers pour les envoyer dans l'école. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, nos enfants sont surexploités? Et c'est pour cela que j'ai fait cette motion d'information pour demander à l'Assemblée nationale de taper le poing sur la table pour qu'on en finisse avec cette exploitation illégale. Vous devez savoir qu'aux États-Unis, les enfants sont protégés. Et pourquoi ces mêmes Américains qui protègent leurs enfants viennent exploiter nos enfants? Le député Ados Ndombassi attend de l'Assemblée nationale de prêter une attention à ce cri d'alarme qui met en danger l'avenir des milliers d'enfants. Projet d'ordre du jour qui comprend 7 points. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, les élus provinciaux ont adopté mercredi la proposition de 10 portant création des fonds d'appui au secteur agricole dans la ville de Kinshasa.
Proposition initiée par le député provincial Magloire Kabemba et adoptée après présentation du rapport de la commission mixte ECOFIN et PAJ qui a apporté quelques améliorations à ces textes. Un motif de satisfaction pour l'initiateur de la proposition d'édit. Je commence par rendre grâce à Dieu et remercier l'Assemblée plénière de l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour avoir adopté, d'abord jugé recevable le rapport de la commission mixte PAJ ECOFIN, qui a fait un examen approfondi de ma proposition d'édit portant création d'un fonds provincial d'appui au secteur agricole dans la ville de Kinshasa. Je remercie donc la plénière pour avoir adopté article par article et de manière globale ce texte qui est un outil important que nous mettons à la disposition de l'exécutif provincial. Un autre point à l'ordre du jour était l'examen de la proposition du député provincial Peter Kazadi sur l'encadrement des libertés religieuses dans la ville de Kinshasa. Compte tenu du caractère jugé essentiel de cette proposition, les élus qui n'ont sollicité de l'auteur et report. Vous savez que le culte assainit le mœurs et que nous sommes pour la plupart dans la ville de Kinshasa chrétiens. Il y en a qui sont musulmans et consorts. Les projets d'édit que j'ai présentés aujourd'hui à l'intention de la plénière de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a pour but d'encadrer l'exercice des libertés religieuses dans la ville de Kinshasa. Si donc nous avons pensé à encadrer, c'est parce qu'on a constaté des abus et quels abus conduisent à des situations parfois dramatiques où tout le monde s'improvise pasteur ou chef des cultes et ça conduit à des effets négatifs tant sur les plans social, spirituel qu'économique. Signalons par ailleurs qu'au cours de cette même plénière, les députés provinciaux ont adopté plusieurs rapports, notamment celui de la commission ECOFIN sur l'octroi et l'utilisation des plaques AKN de la ville de Kinshasa, ou encore sur la situation de la société Néo-Retranskin. L'examen du projet de loi de finances 2023 annoncé dans le tout prochain jour. Un budget estimé à 14 milliards de dollars américains, une forte croissance donc qui ne laisse personne indifférent. Au sein de la plateforme politique Les Centres, on applaudit les prouesses réalisées. Son président Germain Kambinga félicite le président de la République et son gouvernement tout en insistant sur la répartition équitable des ressources de l'État. Et c'est ce courage-là que nous avons de dire oui, c'est une excellente chose, oui, il faut féliciter le gouvernement Samalou Kondé et le Premier ministre Sama notamment pour cette performance. D'abord, le budget de 2021-2022 qui a été réalisé pour la première fois depuis l'avènement de la Troisième République à plus de 100%. Il y a une hypothèse de collectif budgétaire, non pas pour baisser le budget, mais pour constater son augmentation avec des recettes exceptionnelles. Au mois de septembre déjà, nous avions suivi, ils avaient réalisé l'essentiel des assignations. C'est extraordinaire, presque 12 milliards de mobilisés. Aujourd'hui, nous avons un budget à 14,6 milliards et une expectation pour faire mieux, beaucoup mieux. Ça veut dire que là encore, il faut féliciter. Quelles que soient les hypothèses macroéconomiques qui ont conduit à ces résultats, cela ne peut jamais être le résultat d'une génération spontanée. C'est forcément la conclusion d'une approche managériale, quoi qu'on en dise. Les chiffres sont là. Le président du regroupement politique Les Centres préconise par ailleurs l'augmentation de l'enveloppe de la défense pour mettre fin à la guerre dans la partie Est. Il y a la diplomatie, mais il y a également la dimension militaire. C'est la combinaison de tout cela qui doit nous amener à la victoire. Mais notre diplomatie, comment est-ce qu'elle doit travailler? La véritable diplomatie, ce n'est pas la diplomatie des caméras, c'est la diplomatie secrète. C'est la diplomatie qui lie les partenaires par des intérêts, et généralement des intérêts géoéconomiques. Il faudrait arriver, et c'est la première étape de la diplomatie secrète, à démontrer aux différents partenaires qui soutiennent les groupes armés à l'est de notre pays et qui soutiennent les pays qui entretiennent
ces groupes armés, ça veut dire le Rwanda notamment, qui est cité ouvertement par notre gouvernement, qu'ils ont plus intérêt, dans le cadre de la révolution numérique, de la transition énergétique et de la future guerre de l'eau, à travailler, à collaborer directement avec les institutions officielles de la République démocratique du Congo, au lieu de continuer de bénéficier des raccordements frauduleux que leur offre de manière mafieuse la République du Rwanda. Germain Kambinga a également demandé au gouvernement de poser des bonnes questions sur les mobiles réels qui poussent tous ceux qui négocient avec le Rwanda pour alimenter la guerre à l'Est plutôt que de négocier avec la RDC. La police nationale congolaise mène une lutte sans merci contre la criminalité urbaine en ville de Bunia et environ. Une action de plus. Un groupe de 22 bandits à main armée, parmi lesquels le contrefacteur vient de tomber sur le filet de la police nationale congolaise, explique le commissaire provincial de la PNC à Ituri, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoï Sengelo Akio. Mugissa, bandit à main armée. Il opère dans une équipe de 3. Un des groupes a été tué à Iga Barrière par la population. Et un autre groupe arrivé à Bunia avec un lot de faux dollars, rendant victime des maisons commerciales. Au gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Boyanka Johnny de féliciter cette action de la police avant d'inviter la population locale à une collaboration sincère. Encore une fois, nous tenons à remercier notre police pour ce travail professionnel. Voilà pour tous ceux qui croient que, et qui font même certaines déclarations pour essayer de discréditer notre police et notre armée, ils peuvent voir que nous ne dormons pas. Et donc c'est pour dire à notre population de continuer à faire confiance à notre armée, continuer à faire confiance à notre police, parce que nous travaillons. Cette action est saluée par la population. Je remercie Dieu pour cette action menée par la police pour mettre la main sur ces contrefacteurs. Nous remercions également le gouverneur militaire pour son implication dans la sécurisation de l'Ituri. J'interpelle chaque habitant de Bunia à la dénonciation de toute personne suspecte à la base de l'insécurité. Depuis l'instauration de l'état de siège en Ituri, la ville de Bunia et ses environs sont hors menace ennemie et ils s'observent une accalmie comme jamais auparavant. Ceci grâce à la redynamisation des patrouilles de combat pédestres motorisées, diurnes et nocturnes mises en place par l'administration militaire dont l'objectif ultime, sécuriser la population et ses biens. Fin du journal Actu 30 Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.